Alors bonjour, pour clore cette séquence de lecture de texte de Tocqueville autour de notre partie 4 du tome 2, j'aimerais bien vous parler de la tyrannie de la majorité, parce que c'est un concept vraiment très spécifique à Tocqueville, qui peut être facilement utilisé dans les copies pour commenter d'autres œuvres que celles de Tocqueville, et pourtant parfois c'est difficile de comprendre exactement ce qui est entendu par l'expression tyrannie de la majorité. Donc je vais commencer par vous lire juste une page de Tocqueville et ensuite analyser les paradoxes qu'il faut résoudre face à cette nécessité de gouverner en se référant au principe de la majorité. Alors le livre la partie qui parle de la tyrannie de la majorité chez Tocqueville, c'est dans le chapitre 7 de la deuxième partie du tome 1. On est toujours dans le tome 1, là on n'est pas encore arrivé à notre tome. Mais à mon avis c'est vraiment décisif pour éclairer la partie qu'on a. Alors je vous la lis. Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Et pourtant, je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même ? Il existe une loi générale qui a été faite, du moins adoptée, non pas seulement par la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, c'est la justice. La justice forme donc la borne du droit de chaque peuple. Une nation est comme un jury, chargé de représenter la société universelle et d'appliquer la justice, qui est sa loi. Le jury, qui représente la société, doit-il avoir plus de puissance que la société elle-même dont il applique les lois ? Quand donc je refuse d'obéir à une loi injuste, je ne dénie point à la majorité le droit de commander. J'en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain. Il y a des gens qui n'ont pas craint de dire qu'un peuple, dans les objets qui n'intéressaient que lui-même, ne pouvait sortir entièrement des limites de la justice et de la raison, et qu'ainsi, on ne devait pas craindre de donner tout pouvoir à la majorité qui le représente. Mais c'est là un langage d'esclave. Qu'est-ce donc qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions, et le plus souvent des intérêts, contraires à un autre individu, qu'on nomme la minorité. Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité ? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère ? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts ? Pour moi, je ne saurais le croire. Et le pouvoir de tout faire que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. Alors voilà ce passage sur la tyrannie de la majorité. Il y aura un autre morceau après que j'aborderai dans la vidéo suivante. Alors c'est très intéressant d'essayer de comprendre ce qu'il veut faire, c'est-à-dire contrer cette tyrannie de la majorité et essayer de la dénoncer. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a des opposants à lui qui pensent qu'il suffit du dispositif du vote à la majorité pour finalement être sûr d'être dans une démocratie. Ce serait par exemple le cas d'un Rousseau qui dit que la volonté générale ne peut pas errer, c'est-à-dire il dit dans le contrat social, il suffit de faire voter tout le monde. On fait voter tout le monde, un individu, une voix, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de parti, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de privilège qui soit reconduit à l'issue du vote. Et dans ces cas-là, la volonté générale ne peut pas errer, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais y avoir une foule, une masse qui vote et qui se trompe. Tocqueville, lui, il pense que si. Il pense que finalement la majorité, c'est rien ni plus ni moins qu'un grand individu qui peut avoir des opinions, qui peut très bien se tromper, qui peut aller dans le mauvais sens. Donc lui, son idée, c'est qu'il faut absolument mettre en place un dispositif pour contrer toute tyrannie. Que cette tyrannie vienne d'un roi monarque absolu qui n'ait aucun contre-pouvoir, qu'elle vienne d'aristocrates qui s'arrogeraient le pouvoir sans contre-pouvoir, ou qu'elle vienne même dans la démocratie d'une majorité qui aurait les pleins pouvoirs. En fait, ce qui dérange Tocqueville, c'est cette idée de plein pouvoir. Alors comment faire pour contrer finalement cette majorité qui arriverait au pouvoir et qui croirait qu'elle a les pleins pouvoirs ? Alors il en donne une clé pour résoudre son paradoxe. Il dit qu'il y a plusieurs niveaux de majorité. En quelque sorte, il y a la majorité d'un peuple qui vote. Par exemple, tous les Français peuvent voter pour un certain nombre de lois. Par exemple, pour une loi
pour la réforme des retraites, puisque c'est l'actualité. Mais du coup, après, plus haut que cette majorité, il y a la majorité finalement incarnée par l'ensemble du genre humain. Et cet ensemble du genre humain, en fait, c'est le niveau qui incarne pour lui le niveau de la justice. Donc c'est-à-dire que si une loi est votée par un peuple et qu'elle semble injuste au regard de ce que le genre humain pourrait voter en prenant en compte vraiment tout le monde, c'est-à-dire pas seulement celle qui arrive au pouvoir, la majorité, mais aussi l'ensemble des individus exclus de la représentation, dans ces cas-là, on a une sorte de garde-fou, c'est-à-dire qu'on peut invoquer la justice pour dire qu'une loi votée par la majorité ne convient pas, et ce n'est pas parce que le vote est majoritaire que la loi doit être maintenue. Donc pour lui, il faut absolument des contre-pouvoirs. Alors ça rappelle une phrase de Montesquieu que lisait beaucoup Tocqueville. Tocqueville a beaucoup apprécié une phrase de Montesquieu qui dit qu'il faut absolument séparer les pouvoirs d'une part, c'est une première chose, séparer le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et d'autre part qu'il faut aussi faire attention que le pouvoir arrête le pouvoir. Et Montesquieu utilisait pour cela une métaphore marine, en fait celle des canaux. Il pense que si on met le pouvoir dans un seul canal et qu'on le déverse à toute vitesse sans frein, eh bien on obtient un gouvernement absolu qui est à condamner. Mais si on met des petits canaux pour arrêter, des petits barrages pour arrêter la vanne principale qui arrive d'en haut, eh bien on va pouvoir faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc il faut absolument, selon Montesquieu, des corps intermédiaires. Et on se trouve bien embêté, bien sûr, en démocratie, parce qu'on n'a pas ces corps intermédiaires qui étaient représentés par les aristocrates et les nobles de l'Ancien Régime. Et donc Tocqueville va donner comme médiation, finalement, ce contre-pouvoir que représentent les associations. Donc il va souligner dans la fin de notre livre l'importance de l'indépendance des tribunaux, vous vous en rappelez. Également, donc, l'importance de ces associations qui doivent jouer le rôle de grands individus pour faire entendre la voix des minorités, et donc il faut absolument que les minorités soient entendues en quelque sorte que ce soit, au moins à titre d'opposition. Et donc son idée, c'est qu'il ne faut pas laisser la tyrannie de la majorité l'emporter. Donc voilà sur ce point. Après, dans la suite, on va le voir dans la vidéo suivante, il va se demander comment résoudre le problème de cette toute-puissance. En fait, pour lui, un pouvoir ne doit jamais être tout-puissant, fût-il élu démocratiquement. Voilà, c'est ça la leçon qu'il faut retenir de cette petite vidéo.